Bonjour chers auditeurs de la radio Afia FM 93.0. Votre émission mensuelle Les règles du jeu a l'honneur et le plus grand plaisir de recevoir M. Philippe Cantalou. Merci. M. Cantalou est l'auteur d'un ouvrage publié chez l'Harmattan sous le titre La fausse promesse. Cet ouvrage nous intéresse à plusieurs égards par la variété de ses thèmes et la richesse de son dispositif de communication littéraire aussi. C'est avec un regard exercé que le français, pied noir, d'origine algérienne, observe et dépeint la société sénégalaise qu'il connaît de l'intérieur. Celui qu'on a surnommé le Lébou Blanc C'est ça. a en effet longtemps vécu au Sénégal, qu'il aime bien. Bonjour M. Cantalou. Bonjour, M. Thiam. Alors, vous êtes titulaire d'une maîtrise en droit général de la faculté d'Aix-en-Provence, Oui. d'un master en droit international des affaires de l'École supérieure d'administration d'entreprise de Barcelone, Oui, les SAD, oui. et d'un doctorat du 3e cycle en commerce extérieur de Marseille Lumini. Et peut-on dire que la création littéraire est chez vous une vocation, puisque rien dans votre itinéraire de formation ne vous prédispose à cette activité? Oui, ce qui se passait, c'est qu'au début, mes parents m'ont obligé à étudier le droit quand moi je voulais étudier la philosophie. Donc j'ai toujours, depuis les premiers émois sentimentaux, j'ai toujours écrit des poèmes à mes fiancées, celles que j'avais et celles que je n'ai pas pu avoir. J'ai toujours été apprécié la littérature, j'ai beaucoup lu et toujours voulu écrire. Voilà. Ça veut dire que vous avez une expérience précoce dans ce domaine, puisque vous parlez de petits poèmes adressés à des personnes que vous adoriez. Oui, mais c'est les pulsions, les pulsions de vouloir écrire, de vouloir exprimer sa pensée. Et donc là, vous faisiez référence à mes diplômes en droit, et spécifiquement. Le droit est un formidable enseignement pour construire la pensée. C'est-à-dire que dans l'argumentaire, un problème juridique est comme une équation mathématique. Peu importe le résultat, ce qui importe, c'est comment on arrive à ce résultat. Et ça m'a appris à structurer ma pensée et l'argumentaire, chose que j'ai essayé de respecter dans mon roman. Ça veut dire qu'avec des postulats uniques, vous arrivez peut-être à des résultats différents. À résultats différents, oui, puisque au début, quand j'ai commencé le livre, j'avais une idée de fin, mais j'ai un petit peu modifié. Voilà. Établiriez-vous des ressemblances entre la littérature et le droit? Des ressemblances, oui et non, parce que d'abord le droit est une littérature très hermétique, avec un vocabulaire spécifique et hermétique, qui m'a beaucoup ennuyé d'ailleurs, ce qui fait que, juste pour un petit exemple, quand j'étudiais le système de la faillite en droit européen, c'est un système très compliqué, et qu'est-ce qui m'a débloqué au niveau de la compréhension de toute cette législation européenne sur les faillites d'entreprise, c'est la lecture de César Birotteau d'Honoré de Balzac, où César Birotteau est un parfumeur qui est mis en faillite et qui cherche sa réhabilitation, et Honoré de Balzac décrit le processus de la faillite en 1838 ou 1840, et ça m'a complètement ouvert l'esprit sur toute la législation européenne sur le droit des faillites. Mais restons sur les évocations en littérature française. Il y a un auteur, je crois que c'est Giroud, qui disait que le droit est la plus grande école d'imagination. Qu'est-ce que vous en pensez? Le plus grand école d'imagination, oui. Alors là... Ça veut dire que oui. Ça rejoint un peu l'idée des postulats qu'il faut poser au départ et qui donnent des résultats différents, comme je l'ai énoncé tout à l'heure. Oui, quand on voit l'imagination de nos législateurs pour nous enfermer dans un cadre législatif où on ne peut plus rien faire. Apparemment en France on ne peut même plus fumer dans sa voiture en train de... Oui, l'imagination elle est là, oui. Chers auditeurs, si vous nous rejoignez sur Afia FM 93.0, vous suivez votre émission Les règles du jeu, qui reçoit aujourd'hui M. Philippe Cantalou, spécialiste de questions juridiques et commerciales. Il vient de publier un roman intitulé La fausse promesse aux éditions L'Harmattan.
Votre livre nous intéresse, Monsieur Cantalou, par sa thématique et ses aspects techniques, nous l'avons dit au début de cet entretien. D'abord, votre récit évoque les 3 premiers mois du retour d'un retraité au village de Kunyamane Mbao. Vous avez opté pour une expression simple et vous avez fait preuve d'un réel talent de conteur malicieux, à l'esprit taquin. Oui. Mais vous mettez en parallèle un vrai drame qui débouche sur une tragédie et un fait divers qui donne son titre à votre livre. Oui. Alors, Monsieur Cantalou, est-ce que qu'il y a de la gratuité dans la création des noms des noms de villages ou des personnages? La gratuité. Je vois que... Qu'est-ce que vous entendez par gratuité? Oui, parce que quand vous évoquez un village du fond fin du Sénégal... Oui, qui est inventé de toutes parts, puisqu'on m'a demandé combien de temps j'avais vécu dans ce village, parce que j'en parle assez bien. Je dis c'est un village qui n'existe pas. Oui. D'ailleurs, Kunyamane Mbao, excusez-moi de vous couper, voilà, c'est un petit clin d'œil à un grand ami qui est breton, puisque le Kunyaman est quand même un gâteau breton fait de farine et d'œufs, qui est emblématique en Bretagne. Donc le Kunyaman, c'est... Et donc j'ai juste à rajouter un accent et le tirer avec le Mbao, et on a Kunyamane Mbao qui sonne, qui pourrait très bien sonner sénégalais. N'importe quel village du fin fond du Sénégal. Du Sénégal oriental. Et je l'ai mis justement, j'ai justement mis dans le Sénégal oriental à l'opposé de Dakar, puisque pour évoquer cet écart, ce grand changement radical de vie qui touche le personnage principal qui laisse Dakar pour prendre sa retraite à Kunyamane Mbao. Kunyamane Mbao au Sénégal oriental, mais le chef de village, il a un nom à résonance lémou, si vous voulez. Ah oui, je sais pas, c'était pas voulu. El Hadji Mandione. El Hadji Mandione. Moi, il m'a semblé, et après en parlant avec des amis sénégalais, j'ai eu confirmation que Mandione, pour moi, ça sonnait comme un nom de chef de village. Oui. Voilà. Oui, absolument. Et après, on m'a dit, oui, en effet, c'est correct. Mais c'est juste une perception. Oui, vous avez dû vous souvenir vaguement que beaucoup de noms de villages sont conçus sous la forme d'une expression qui évoque la maison et le propriétaire de la maison. Ok. En général, au Sénégal, on dit Kër Modou Binta. C'est la maison de. La maison de. Oui. Mais vous savez que cœur, c'est un terme qui est aussi breton et qui veut dire la maison en breton. Ah bon? Ah oui. Ah, c'est intéressant ça. Oui. D'ailleurs, est-ce que le mot Wolof cœur, est-ce que ne vient pas du breton? Parce que le Wolof est une langue qui apparemment digère et intègre d'autres langages. Absolument. Et cœur en breton signifie la maison. On trouve et ça s'écrit de la même manière. Pas seulement des mots arabes ou bambara, oui. Des mots français. Parce que le Sénégal a été portugais. Un lieu de passage. Oui, voilà. Lieu de passage. Alors, Viedien ou Baïdien, en ville, c'est Viedien, et quand il revient au village, c'est Baïdien. C'est un employé de poste à Dakar qui revient dans son village de Kunyamane Mbao, près de Bakel, dans l'espoir d'y passer une retraite paisible auprès des siens. Oui. Mais c'est un retour sans gloire. Baïdien est victime de la jalousie et de la méchanceté de ses compatriotes. Oui. 3 mois auront suffi pour le précipiter dans la déchéance la plus totale. Oui. Vous avez voulu cette déchéance? Oui. Oui, non, j'ai voulu cette déchéance parce que d'abord, retourner au village est compliqué. Je dirais 1 semaine avant de commencer l'écriture du livre, j'ai eu un entretien avec un chauffeur de taxi, un retraité qui était employé de commerce et qui est retourné dans son village et qui s'ennuyait tellement qu'il est revenu sur Dakar et il faisait le taxi d'un de ses neveux pendant la journée pour voir du monde, pour se sentir vivre. Et c'est ça qui m'a donné le déclic.
de parler des retraités, de la retraite et de la difficulté du retour au village, parce que c'est une conversation qui m'a illuminé. Et en second lieu, pourquoi la déchéance et la méchanceté? Je rappellerai simplement que récemment, pour la messe de Pâques, j'étais à l'église de Yoff, et c'est le cardinal Adrien Théodore Sarr qui a fait l'office, et lors de son sermon, à part de parler de la résurrection du Christ bien sûr, il a rappelé que lui, ça fait des années qu'il dénonce au Sénégal les violences occultes. Et que sont les violences occultes? C'est les trahisons, les jalousies, voilà. Et moi, c'est mon cheval de bataille. Oui, vous tirez une leçon importante, une leçon de sagesse. Ne restez dans les villages que le temps nécessaire avant que l'orage des jalousies n'éclate. Oui. Est-ce vraiment la meilleure solution pour développer un pays comme le nôtre? La solution pour développer un pays comme le nôtre, je dis le nôtre parce que j'y suis pratiquement né au Sénégal, donc je suis arrivé, j'avais l'âge de 6 mois, je suis reparti, j'avais 7 ans, et après je suis revenu dans les années 2008. Pour m'installer et monter une poissonnerie. Donc, dans mon expérience sénégalaise, il y a une chose qui est claire, c'est la confrontation avec la jalousie. La jalousie est mondiale, elle est partout, elle est en France, elle est en Espagne, elle est universelle, mais la matérialisation de cette jalousie au Sénégal est quelque chose de très fort. Et donc, d'ailleurs, si le cardinal Adrien Théodore Sarr dénonce les violences occultes, ce n'est pas pour rien. Voilà, donc moi la jalousie, j'ai été confronté. Pardon? C'est quelqu'un qui sait de quoi il parle de toute façon. Voilà, donc c'est pour ça que quand il a fini, la messe était terminée, j'avais un exemplaire de mon livre que je voulais donner au père Jean-Baptiste Sagna, et donc j'ai serré la main du cardinal et je l'ai remercié pour son homélie, et je lui ai montré le livre, et il a été très surpris. Voilà, parce que mon livre traite de ça, quoi. Alors, considérez-vous que le retour à la terre, une sorte de slogan sans réelle prise sur le vécu des hommes, en tout cas chez les Sénégalais, des milieux reculés, de la campagne par exemple? C'est-à-dire que les campagnes, que ce soit au Sénégal ou en France, le problème c'est l'éloignement, c'est l'isolement, c'est le non-accès à l'information, le non-accès à l'éducation, et si je dirais notre regretté président Senghor, je dis regretté parce qu'il mettait le point sur la culture et l'éducation, et c'est ça, l'éducation est très importante. Donc, prendre sa retraite pour retourner au village, c'est une décision difficile, et c'est une décision qui, à mon avis, doit se préparer, parce qu'il faut se préparer à un changement de vie total. Et certains s'y adaptent très bien, d'autres non. D'ailleurs, la meilleure preuve, c'est que beaucoup de retraités sénégalais qui ne sont pas vieux dans l'âge, mais vieillissent et tombent malades. Pourquoi? Parce que il n'y a plus rien. Donc, ils sont confrontés à un vide que la présence de la famille bienveillante ne suffit pas. Vieux a pensé, le héros du roman, a pensé à un moment donné retourner à Dakar. Oui, bien sûr, parce qu'on lui notamment le chef du village et tous les petits événements qui s'y passent, le traite de fouteur de merde, de famille indigne, et il n'a qu'à rentrer chez lui, alors que son grand-père était déjà installé au village. Donc, son père lui-même. Et son père lui-même. Donc, le changement de vie est une décision très importante. La meilleure preuve, c'est que moi, après le décès de ma mère, j'ai tout plaqué, je suis revenu au Sénégal m'installer. Et c'est des décisions qui sont fortes et qui engendrent des conséquences, notamment se retrouver face à un environnement que on a connu et qu'on redécouvre, puisque les temps changent, le temps passé, et voilà, donc on est obligé de s'adapter ou pas. Le roman prend en charge beaucoup de thèmes, par exemple le mariage interreligieux, oui, la responsabilité des autorités religieuses. Oui, oui. Vous avez dépeint d'ailleurs des visages de religieux. Je pense que c'est important. Très important. C'est la raison pour laquelle je faisais référence au livre que je voulais donner au père Jean-Baptiste Sagna, qui est le prêtre en charge de la paroisse de Yoff. Pourquoi? Parce que j'ai voulu mettre dans la bouche de l'imam et du prêtre le même discours.
puisque finalement, il n'y a que le lieu de culte qui change. Le Coran et la Bible parlent exactement de la même chose, le message de Dieu est unique, et il n'y a que on va dire la manière de pratiquer, la manière le lieu où on pratique son culte qui change. Oui. Mais le discours, c'est pour ça que j'ai voulu mettre le discours du prêtre et de l'imam sur le même plan. Oui, ça apparaît très nettement, et vous semblez prêcher d'ailleurs une unité de la foi. Oui, c'est pour ça que je fais faire que mon personnage vieux, dans sa jeunesse, connaît cette Casamançaise ardente comme la braise, et il en tombe amoureux, et il veut l'épouser. Fini par le plaquer. Voilà, qui a bien fini par le plaquer, parce que on sait très bien que certaines femmes se marient par intérêt, et si vous ne convenez pas à ses attentes, elle va chercher ailleurs. Les hommes font aussi ça, mais les femmes c'est différent. Et donc je fais que mon personnage qui naît musulman, mais qui est un musulman non pratiquant, se convertit sans douter à la religion catholique, sous bien sûr le refus et l'indignation de sa famille, notamment de son père et son oncle qui vient de Bakel jusqu'à Dakar pour essayer de le dissuader de se marier, et mon personnage lui répond: mais l'amour est fou où il n'est pas. On fait de grandes choses quand on aime, on est capable de déplacer des montagnes, et pourquoi pas de changer de religion. Et il y a beaucoup de problèmes liés à la vie à deux, oui, ou liés au ménage. Oui. D'abord, Viedien a été victime de cela. El Hadj Mandione a eu à peu près un problème semblable. Oui, qui est d'ailleurs à la racine du titre du roman. Oui, et la formulation « la fausse promesse » vient à plusieurs reprises dans votre texte. Oui, parce que alors la fausse promesse, il y avait justement un des sermons à l'église un dimanche qui le prêtre rappelait qu'une fausse promesse est un mensonge. Et le mensonge est une abomination. Mais Viedien n'a pas menti. Non, Viedien n'a pas menti. Vérité, justement. C'est la vérité qui lui a coûté. Voilà, c'est la vérité qui lui coûte des désagréments dans son village. On va rappeler. Et même avec la jeune Casamançaise. Voilà. Sa première épouse. Voilà. Moi, je pense que pour les auditeurs qui nous écoutent, on va faire un petit rappel de ce qui est la trame de l'histoire, parce sinon ils ne comprendront pas très bien. La fausse promesse, c'est quoi? C'est la fausse promesse du chef de village, donc El Hadj Mandione, à sa 4e épouse, Aminata, la plus jeune, de l'emmener depuis le village de Kouniamanemba en boîte à Dakar. Donc ça c'est une promesse que la plus jeune des épouses voit rapidement que son mari ne l'honorera pas, et donc à partir de là elle utilise une des armes qu'ont les femmes, c'est la grève du câlin. La grève du câlin qui dégénère, puisque notre mari cherche à forcer les choses, avec sa 4e épouse, et ça engendre une morsure dans un endroit un peu délicat. Et notre jeune retraité, Vieux Dieng, arrive prendre sa retraite à ce moment-là. Et donc notre chef de village, bien sûr, le scandale que provoque cette morsure en pleine nuit dans la concession, d'abord le village est tellement petit que le lendemain tout le monde est au courant, et Et surtout à cause d'Aminata la folle. Voilà. Non, alors Aminata la folle, Amina est la petite sœur de Vieux Dieng, mais Amina est grilleuse d'arachides, et elle grille ses arachides sur la place du Grand Manguier, à côté de la maison, la concession du chef du village. Et donc, le lendemain matin, elle assiste au débat et au scandale qu'a provoqué la morsure. Voilà, tout ça à cause de la fausse promesse. Chers auditeurs de la radio Afia FM 93.0, votre émission mensuelle Les règles du jeu reçoit aujourd'hui M. Philippe Cantalou, auteur du roman La fausse promesse. Monsieur Cantalou, nous allons nous rapprocher de vos préoccupations de créateur. Je vous invite à réfléchir un peu sur le dispositif et les techniques
que vous avez mises en œuvre dans votre roman. Je commence par le titre. Oui. Alors, votre titre renvoie à un incident domestique, la promesse non tenue de l'âge Baïmadion. Hein? Alors, j'ai fait tout à l'heure remarquer le nom, Lébou, du personnage. Donc, une promesse faite à sa 4e et jeune épouse d'aller visiter Dakar et de sortir en boîte. Alors, pourquoi le titre ne renvoie-t-il pas au drame vécu par la famille Dieng, qui me semble être au centre? Oui, mais bon, d'abord le titre a changé, puisque moi le titre initial s'appelait Nietiwer, 3 mois en Wolof. Et c'était un titre qui ne convenait pas assez pour l'éditeur. Donc est-ce que c'est une orientation de lecture en rapport avec l'homme qui représente la méchanceté brute et brutale? Non, c'est pas. Je le vois pas sous cet angle-là. Je le vois sous l'angle du petit grain de sable qui engendre de grandes conséquences. Voilà. Donc c'est cette fausse promesse d'aller en boîte à Dakar est une imbécilité, est une petite stupidité, est une parole en l'air, on va dire. Mais elle engendre de grandes choses. Et souvent des petits riens enrayent la machine. Oui, mais il était peut-être plus intéressant, si j'ose le dire comme cela, de choisir un titre en relation avec le drame vécu par la famille, au lieu de rapporter le titre à un événement qui est peut-être un fait divers. Oui, mais c'est un fait central. C'est un fait divers, mais c'est un fait central. La fausse promesse du chef de village à sa 4e épouse engendre à la fin les déboires et la tragédie que vit la famille Dieng au village, avec leur concession qui est brûlée. Donc c'est quand même central. Oui, c'est central, puisque si nous lisons le texte dans cette direction-là, oui, où il y a un personnage qui peut être ridicule, hein, oui, mais qui a un rapport avec la tragédie. Oui, mais le titre... C'est un personnage assez complexe. Hein, oui, le personnage est complexe. Dur, extrêmement méchant, oui. Mais qui en même temps offre au lecteur l'occasion de constater qu'il s'agit bien d'un personnage assez ridicule. Oui, j'ai voulu un peu anti-héros. Les héros parfaits, on les voit à la télévision, mais j'aime les héros qui sont imparfaits, qui sont les gens qui... Parce qu'on a tous nos imperfections, donc voilà. Mais je pense, pour revenir au titre, Monsieur Thioune, d'abord le titre est accrocheur, le titre doit être accrocheur. Ensuite, certaines fois, certains titres de livres ne rappellent qu'une petite partie du livre, mais pourquoi on a choisi ce titre? Parce qu'il accroche, et il faut aussi accrocher le lecteur, c'est ça qui est intéressant. C'est le plus important, voilà. De toute manière. Alors, toujours en ce qui concerne les techniques, il y a ce qu'on appelle les textes d'escorte. C'est-à-dire que vous donnez une grande importance au paratexte, encore un autre mot savant, hein. Un prologue, un épilogue, un avant-texte qui est une autorisation. Un avant-propos. Oui. Et on peut l'appeler avant-texte. De toute façon, dans ce cas, c'est un avant-propos. Si vous voulez. Oui, 2 annexes. Une note de l'auteur insérée dans votre texte. Oui. Alors, il y a des textes qui apparaissent à côté du texte principal, oui, et qui permettent peut-être de le comprendre ou de l'éclairer. Oui, j'utiliserai la métaphore d'un groupe de musique. Dans un groupe de musique, chaque instrument amène une couleur. Et il y a, on va dire, le texte en principal, c'est la batterie et la basse. Et ensuite, il y a des petites touches de solo de guitare qui s'insèrent, comme cet avant-propos qui me fait rire. Dans cet avant-propos où je parle justement, le père du protagoniste, Abdoulaye Dieng, se plaint auprès de l'éditeur que le roman n'est pas crédible, puisqu'il n'a que 2 épouses dans le roman, au lieu des 4 qui sont recommandées par le Coran et par la Mais culture. comment il l'a su? Il a lu le manuscrit? Non, alors qu'il est censé être mort. Il est censé
D'abord, il est mort. Il est mort, mais il revient entre les morts pour se plaindre du traitement qu'on lui fait dans le roman. Je pense que c'est bon, c'est des petits clins d'œil. Oui. C'est amusant. C'est amusant. C'est amusant. Et c'est bien africain. Hein, et c'est bien le passage de la vie à la mort. Voilà. C'est pas tellement une réalité de chez nous. Hein. C'est ça. On est en même temps dans l'univers des morts. Hein, oui, dans l'univers réel. Oui, absolument. Alors, l'épilogue a joué un rôle important. Oui. À un moment donné, on se dit, mais l'histoire n'est pas finie. Mais c'est l'épilogue qui vient donner la suite. Oui. En disant la vraie fin. Il y a une tragédie, puisque la famille Dieng a été victime d'une agression. Puisque la maison Dieng a été brûlée. Absolument. Et la petite sœur meurt quand même dans les flammes. Voilà, c'est pour ça que je m'attachais à parler de quelque chose de sérieux et de profond, mais d'un ton léger. Dans mon livre, il y a des passages où on rigole beaucoup. C'est voulu parce que d'abord au Sénégal, on rit beaucoup, on aime rire. Oui. On aime prendre les choses pas trop au sérieux. Et ça, c'est une grande leçon que moi j'ai appris dès tout petit. Quand je suis arrivé en France, j'avais 7 ans, j'ai compris qu'à Rouen, c'est pas comme à Dakar, les gens sont beaucoup plus sérieux et on rit moins. C'est pour ça que d'ailleurs, quand j'étais arrivé à 7 ans à l'école, l'institutrice m'a demandé de me présenter. Je suis arrivé en plein milieu d'année, c'était au mois de mars, c'était encore l'hiver. Ici à Dakar? Non, à Rouen. Après 7 ans ici. Oui. Donc je suis arrivé et puis elle m'a demandé de me présenter. Et moi je me suis dit, voilà, je suis Philippe Cantalou, moi je suis sénégalais. Et elle me dit, ah bon, sénégalais, tout blanc? J'ai dit, oui, tout blanc comme ça. J'ai dit, madame, si vous venez au Sénégal avec moi, on va voir entre vous et moi qui est blanc et qui est noir. et donc, voilà. Et parce que pourquoi moi j'avais vécu 7 ans, et mes 7 premières années, c'était 7 ans au Sénégal. Donc, pour moi, c'était la logique enfantine, on va dire. Ouais. Mais c'est amusant en même temps, puisque être blanc ou noir, c'est pas une question de peau. Oui, non, mais c'est moi ça et surtout ici au Sénégal où il n'y a aucun problème de racisme et de séparation. Enfin, c'est un pays qui est fantastique pour ça. Et j'en parle à plus forte raison puisque je suis marié avec une Sud-Africaine et maintenant je vis en Afrique du Sud où tout le monde sait les problèmes qu'ont généré l'apartheid et on n'en est pas sorti. Oui, alors parlons de la note de l'auteur qui est insérée. Oui. Et pour remplacer un chapitre oublié. Oui. Chapitre 51. Oui. Alors, qu'est-ce qui justifie cela? On peut considérer que c'est une astuce d'écrivain, hein? Le critique qui lit, qui ne connaît pas... C'est une astuce qui n'est pas voulue, hein. C'est une astuce qui a été... Les événements l'ont précipité, puisque j'étais dans la relecture avant d'envoyer le manuscrit à l'Harmattan, et je me suis aperçu, puisque j'ai découpé mes chapitres en chiffres romains... Oui, mais pourquoi les chiffres romains d'ailleurs? Pourquoi? Parce que j'ai passé le bac, mon bac, j'ai passé latin en première langue écrit et anglais à l'oral. Donc j'aime le latin. C'est que des clins d'œil. C'est une incursion. J'aime les chiffres romains. Je trouve que c'est c'est original, c'est tout. Oui, parlons de ce chapitre 51. Alors le chapitre 51, je me suis aperçu que le chapitre 51 manquait. Je passais du 50 au 52 et donc tout de suite je me suis dit, j'avais deux choix, soit écrire un chapitre 51, alors que ma transition entre 50 et 52 était parfaite, à mon goût, ou reprendre, recorriger les chiffres romains pour corriger tout ça. Et j'ai choisi la troisième voie qui était d'inclure un chapitre 51, justement, où on se demande qu'est devenu ce chapitre, et notre anti-héros, Vieux Dieng, qui apprécie le pastis 51 de Marseille, on va dire qu'il a bu le chapitre 51. Oui, justement, c'est à ce moment-là que l'astuce d'écrivain apparaît véritablement. Ce qui était au départ une erreur, en tout cas un oubli, devient quelque chose d'extrêmement important du point de vue de la création, du point de vue de l'esthétique. Mais je crois que c'est là où l'auteur doit se faire plaisir. Hein, il faut
l'originalité est quelque chose de, enfin pour moi, est quelque chose de très important. Donc, je veux dire, c'est sur des points comme ça que, et comme mes annexes. Bon, oui, parlons des annexes. Alors, les annexes, moi, les annexes sont déliées. Pourquoi? Parce que, pour moi, le bouquin est un opus en si majeur pour jalousie sans bémol. Et puisque la jalousie est mon cheval de bataille, donc ces annexes sont des lettres supposées de Charles Darwin à sa mère et à l'humanité pendant tout son processus de vie. Mais des lettres qui disent la même chose. Ou Oui, à peu près. sous des angles différents. Oui. Des lettres où justement la théorie de l'évolution, hein, pour en arriver que l'homme n'a pas évolué, il sera toujours aussi jaloux. Mais ces lettres, dans tout son processus, quand il était dans le HMS Beagle, en parcourant le monde, où on dit il y a deux types d'hommes, et en fait finalement lui il dit non, il n'y en a pas deux, il y en a trois, il y a le bon, la brute et le truand, comme dans le fameux western américain. Et puis il revient. Et puis il revient et une autre lettre sur une autre lettre. Donc une lettre où il dit il y a l'homme que je suis, il y a l'homme que j'aurais pu être, pour arriver à la fin, à la veille de sa mort, se rendre compte qu'il y a deux types d'hommes finalement. Il y a celui qu'il a été et il y a celui que surtout il n'aurait pas voulu être. Donc etc. Voilà. C'est amusant, c'est un jeu de rappel et de transformation qui est assez intéressant. Alors l'art du portrait. Vous adoptez la technique du portrait distribué, c'est-à-dire que le personnage n'est pas connu d'emblée. Oui. Vous revenez par touche successive sur les personnages. Oui. Par exemple, en relation surtout avec des événements du passé et du présent. Il y a ce jeu-là aussi, le passé, le présent. Oui, puisque l'histoire, donc il prend sa retraite, donc il y a obligatoirement ce qui est sa vie, son quotidien d'ennui dans le village, et quelle était sa vie passée à Dakar. Oui, c'est valable même pour Amina. Oui, bien sûr. Il y a cette évolution-là, les événements passés, le moment présent. Oui. Le passé, le présent. Il y a ce jeu permanent de balancier qui donne également à votre livre beaucoup d'intérêt. Moi, c'est surtout cela aussi qui a requis mon... D'accord. C'est pour ça que, étant donné que je fais c'est un peu ces flashbacks, hein, ces allers-retours, j'ai adopté des chapitres courts. Des chapitres courts pour donner du rythme aussi. Oui. Voilà. Oui, très facile à lire. Oui. Ça donne envie justement de continuer. Oui. Oui, c'est un peu le but de l'opération. Oui. Alors vous utilisez les techniques les mieux connues, hein, c'est la description, la narration, le portrait, mais aussi celle de la remontée du temps. Oui. C'est intéressant de remonter le temps, même pour la petite Amina. Oui. On remonte le temps de son problème. Oui, parce qu'Amina est une attardée mentale. Amina est une attardée mentale, et sa mère avait été prévenue par une voyante Peul avec les Kaori, ne fais pas d'enfants parce qu'ils naîtront anormaux. Oui. Et Amina est attardée, mais attardée, ça ne veut pas dire qu'elle ne comprend rien. Alors vos chapitres sont des tableaux à la Flaubert. Hein. Ah bon. Merci. Ça aussi, ça fait partie de l'intérêt que vous donnez à vos lecteurs. Je pense oui que une des critiques positives que l'on m'a fait, c'est que c'était très visuel. Oui, et c'est intéressant. Mais vous savez, quand j'écrivais, j'avais le tableau dans ma tête. C'est-à-dire, c'était, ça n'a pas, je l'ai écrit en 3 mois. Hein. Oui, 3 mois pour évoquer un temps. Oui. Mais 3 mois. Romanesque de 3 mois. Oui, 3 mois et finalement une durée intéressante. D'ailleurs, regardez, les visas touristiques sont pour 3 mois. Hein, ça n'est pas rien. En 3 mois, on a largement le temps de découvrir un pays, de voir si la vie que l'on s'est proposé de vivre, si cette vie-là nous plaît ou nous plaît pas. Hein, je ne sais plus quel était l'écrivain qui disait on arrive dans un endroit où on y reste 3 heures, 3 jours ou 3 mois ou 3 ans. Et donc le chiffre 3 est un chiffre sacré. Sacré, voilà. Oui, mystiquement. Mystique, sacré. Donc. Alors vous semblez poser au départ des principes de vie ou des postulats ou des situations problématiques. Oui. Et tout le reste de la narration en découle.
Par exemple, la stérilité de Viedien, sa vie dissolue à Dakar, etc. Oui. Et le résultat, c'est ce qu'ils sont vécus dans son village. C'est ça. Parce qu'en fait, on lui reproche justement sa vie dissolue, de ne pas avoir d'enfants, mais ce que personne ne sait, à part l'imam du village et le propre père, Abdoulaye Dieng, qui est décédé, c'est que notre homme est stérile. Donc ça, c'est des choses au Sénégal qu'on ne crie pas sur les toits, et qui, d'ailleurs, dans l'esprit commun, on ne pense pas qu'un homme puisse être stérile. S'il est stérile, c'est qu'il a été marabouté. Hein, donc, disons les choses claires. Il faut toujours voir la stérilité du côté de la femme. Voilà. Ça, c'est bien sénégalais. Ce qui est dommage. Votre récit témoigne d'une réelle connaissance du milieu, M. Kantano, du milieu sénégalais. Merci. En général. Et il dégage surtout de la bonne humeur. Oui, mais ça c'est très local. Hein. La bonne humeur est très sénégalaise. Hein. Le bégué, comme on dit. Quoi. Oui, mais il a le bégué. Vous l'évoquez. Alors, en tout cas, le récit a permis de montrer différentes facettes de votre talent d'écrivain aussi. Merci. Il n'y a pas que l'évocation romanesque. Il y a aussi de la poésie. Ce texte vous révèle à la fois comme conteur, c'est intéressant, comme romancier, comme poète et chercheur. Vous êtes un auteur astucieux au bon sens du mot, puisque vous utilisez le collage littéraire à bon escient, avec l'insertion d'articles de presse, de poèmes, de blagues savoureuses. Oui, mais ça fait partie pour tout ça dans le but de décrire, d'enrichir l'histoire. Hein? Est-ce que cela ne nous ramène pas justement à la symphonie? Oui. À votre métaphore. Oui. Mais moi j'ai. Symphonique. Oui, vous savez, moi j'écris mes bouquins, j'en ai écrit 3, ça c'est le premier. Je les écris sur écoutant Mozart. Moi je suis un pianiste de formation, mon père était pianiste, j'ai fait 5 ans de conservatoire, et pour moi la musique de Mozart est une symphonie, et tout est un ensemble. D'abord, le fait qu'il n'y ait pas de paroles aide à la concentration pour l'écriture, premièrement, et puis c'est une musique qui vient des anges, quoi. Donc voilà. Oui, voilà, M. Kantano, merci. Nous allons terminer sur cette symphonie. Cette note. Puisque vous êtes musicien, comment va-t-on appeler cette note? Comment va-t-on appeler cette note? Est-ce que c'est bon, je ne me connais pas très bien en musique. Hein. On va dire non, c'est une symphonie en si majeur. En si majeur. Alors, symphonie en si majeur. Et, chers auditeurs, votre émission Les Règles du Jeu sur la 93.0 Afia FM prend fin. Nous vous donnons rendez-vous à très bientôt. Au revoir.